Bonjour à tous, je m'appelle Inès Bellalem. Je suis ici pour vous présenter mon projet de thèse, puisqu'il faut savoir qu'initialement, je suis infirmière, j'ai un master de santé publique et je travaille en tant que data manager pour les centres Présis et Crescendo au sein du service d'endocrinologie à l'hôpital Saint-Antoine. J'ai eu la chance d'avoir été financée sur mon poste de data manager pour réaliser à temps partiel une thèse doctorale qui porte sur la qualité de vie sexuelle et les perceptions d'image corporelle chez les femmes qui sont atteintes à la fois de syndrome lipodystrophique d'origine génétique et chez les femmes qui sont atteintes d'un syndrome de Turner. Donc ce projet de thèse s'inscrit en fait comme un point commun entre les deux types de pathologies. Donc, juste quelques éléments de détail. Je viens tout juste de commencer la thèse, il y a à peine 24 heures. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est que le projet très préliminaire de ce qu'on prévoit de faire au cours des 3 années. Cette thèse est dirigée par Camille Vattier, qu'on ne présente plus, et le docteur Leblanc-Judith, et comme je vous disais, est en lien avec les centres Présis et Crescendo. Donc, quelques éléments de contexte, sachant qu'Elena a déjà présenté énormément pour la partie syndrome lipodystrophique. Donc, le syndrome de Turner, en premier lieu, c'est une maladie rare génétique qui est due à la perte totale ou partielle d'un chromosome X, donc qui est exclusivement un syndrome féminin et qui touche une naissance sur 2500, avec comme principaux symptômes une petite taille, des troubles de l'audition, une insuffisance ovarienne prématurée, donc qui est la perte totale ou partielle des fonctions hormonales et reproductrices des ovaires avant 40 ans, associée à un impubérisme. Et souvent, les patientes atteintes de ces syndromes présentent des anomalies cardiaques, notamment une coartation de l'aorte et des dilatations aortiques. Je passe assez rapidement là-dessus puisque vous êtes tous experts. Et puis, sur le plan des syndromes lipodystrophiques, Elena vous a déjà expliqué bien en détail. Je reviendrai juste sur le principe. Dans cette thèse, on parlera et on s'intéressera principalement aux formes d'origine génétique qu'on a regroupées en deux groupes, les formes partielles et les formes généralisées, qui présentent une prédominance féminine en raison de la sévérité des symptômes sur le plan morphologique et phénotypique. Et vous avez sur l'image du centre une patiente atteinte d'un syndrome lipodystrophique partiel. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais les syndromes prédominants sont la lipoatrophie partielle, l'accumulation facio-tronculaire des graisses, la diminution du tissu mammaire notamment. Sur la partie de droite, vous avez une patiente atteinte d'un syndrome lipodystrophique généralisé. Donc, on voit très bien la lipoatrophie généralisée chez cette patiente avec un aspect acromégaloïde du visage. Et dans les deux cas, forme partielle ou forme généralisée, on peut retrouver chez les femmes un syndrome des ovaires polykystiques avec parfois un hirsutisme et une alopécie. Donc, on pourrait de prime abord se dire que ces deux types de syndromes sont extrêmement différents, mais on trouve quand même des points communs, notamment sur l'impact qu'ils ont sur la morphologie, la santé cardio-métabolique et la fertilité des patientes. Et donc, si on s'intéresse uniquement au volet morphologique ici, puisqu'Elena Mosbah l'a déjà bien expliqué, on voit que de part et d'autre, c'est une réelle problématique, puisque sur les patientes qui sont atteintes d'un syndrome de Turner, souvent, à l'enfance, on peut orienter le diagnostic grâce au morphotype. Et quand on regarde sur le plan des syndromes lipodystrophiques, ce morphotype est visible souvent dès la puberté et est le premier symptôme qui est rapporté par les patientes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un autre point commun qu'il y a entre ces deux syndromes, c'est l'altération de la qualité de vie. Et dans la qualité de vie, on retrouve énormément de choses. Ici, on se concentrera sur plutôt l'image corporelle. Je tiens à faire un petit rappel de l'étude stature qui a été menée par le professeur Carrel, qui l'a évoqué ce matin, qui avait montré que les jeunes femmes atteintes de syndrome de Turner qui prenaient de l'hormone de croissance avaient une qualité de vie qui était altérée et cette qualité de vie altérée était associée notamment à des troubles cardiaques, à des troubles ORL et à une puberté tardive.
Donc, je reviens sur cette idée d'image corporelle. Il y a une étude qui a été menée en 2010 par les Canadiens. C'est une étude cas contrôle qui avait comparé des femmes atteintes d'un syndrome de Turner versus patientes non atteintes de ce syndrome, à qui on avait demandé de répondre à différents questionnaires sur l'estime de soi et sur l'estime corporelle. Et en fait, on s'était rendu compte à partir de cette étude que les femmes atteintes de syndrome de Turner avaient une mésestime d'elles assez importante. Je passe au syndrome lipodystrophique. Donc, j'ai remis ici le graphique qu'Elena Mosba vous a présenté, donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est pour insister sur le fait que les femmes atteintes de syndrome lipodystrophique, que ce soit partiel ou généralisé, ont globalement une insatisfaction de leur image corporelle, où elles se sentent dans plus de la moitié des cas moins attirantes physiquement, notamment, et moins féminines. Donc, Elena Mosba vous en a parlé. Je me suis permise de remettre quelques résultats complémentaires. Sur les 80% des femmes qu'elle a interrogées dans son étude déclaraient qu'au moins une partie de leur corps les mettait mal à l'aise. Et elle vous l'a expliqué tout à l'heure. On retrouve, que ce soit dans les formes partielles ou généralisées, certains points communs qui sont les zones cervico-faciales, les membres inférieurs, le tronc ou encore la zone des fessiers. Donc en fait, on le sait à travers la littérature, une mauvaise image corporelle est associée à une diminution de la confiance en soi, à une diminution du bien-être et à une altération de la santé mentale, d'où l'intérêt de l'intégrer à ce projet et à l'étudier. Un autre versant de la qualité de vie, c'est la qualité de vie sexuelle, la sexualité, puisque si on se sent mal dans son corps, on peut éprouver des difficultés à entamer une vie sexuelle. Alors, je me suis permise de vous remettre une petite définition de la sexualité par l'OMS. Donc, il y a énormément de choses dans la sexualité. Ça peut être le sexe, les identités, les rôles socialement associés au genre, l'orientation sexuelle notamment. Et dans les études, on a trouvé que certaines variables, certains concepts étaient associés de manière positive ou négative à la qualité de vie sexuelle. C'est notamment le cas pour la fonction sexuelle, l'image corporelle, l'estime de soi, l'activité physique, la qualité de la relation maritale, l'âge ou l'état anxio-dépressif. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'en est-il de nos patientes? Donc là, je vous ai mis des résultats d'une étude, enfin des résultats préliminaires d'une étude qui est actuellement en cours au sein de l'hôpital Saint-Antoine. Donc l'étude Sex-Saturne vise à comparer des femmes qui sont atteintes d'un syndrome de Turner et qui ont une IOP, donc une insuffisance ovarienne prématurée, versus des femmes qui ont une IOP, mais d'une toute autre origine. Et donc, on a remarqué dans cette étude que globalement, les femmes qui étaient atteintes de syndrome de Turner avaient des rapports sexuels, enfin, avaient moins de rapports sexuels que les femmes non atteintes de Turner. Elles avaient aussi une entrée dans la vie sexuelle plus tardive et un nombre de partenaires plus faible. Pour aller un petit peu plus loin, dans cette étude, les investigatrices ont soumis un questionnaire qui est le FSFI6. Donc, c'est un questionnaire sur la fonction sexuelle qui comporte 6 questions qui sont vraiment axées sur l'orgasme, l'excitabilité, la lubrification, etc. Et un seuil a été fixé dans la littérature. En deçà de 19, on considère que la fonction sexuelle est altérée. Ici, étonnamment, on n'a pas de différence entre les deux groupes. La seule différence qui a été notée, c'est sur un item de manière isolée concernant l'orgasme, où on peut dire que les femmes qui sont atteintes d'un syndrome de Turner ont globalement moins d'orgasmes que les autres. À titre indicatif, pour vous donner une petite idée de comparaison, donc il y a eu une étude qui avait été menée il y a quelques années en Espagne sur une population de femmes un petit peu plus âgées, à laquelle on avait soumis ce questionnaire FSI 6 et on avait 37% de ces femmes qui avaient un résultat inférieur à 19. Donc on voit bien que les patients de Turner semblent être globalement avoir en tout cas une altération de la fonction sexuelle un petit peu plus importante qu'en population générale. Donc c'est ce qu'on va chercher à voir dans ce projet de thèse. Et sur la partie des syndromes lipodystrophiques, donc c'est encore des résultats qui sont issus du travail d'Elena, Elena Mosba, dans lequel elle avait montré que 42% des femmes sont peu ou pas satisfaites de leur vie sexuelle, avec plus de 86% d'entre elles qui avaient un plaisir sexuel qui était insatisfait et un désir sexuel insuffisant, voire absent. Donc en fait,
on se rend bien compte du manque de données sur ces thématiques-là. Il y a très peu d'informations, en tout cas dans ces deux types de syndromes, sur la qualité de vie sexuelle, les perceptions d'image corporelle. Et donc, c'est tout l'objet de ce projet de thèse, euh, qui se décline sous 3 objectifs. Comme je suis à l'école doctorale Pierre-Louis de Santé publique, chaque objectif correspond en fait à un futur article qui sera publié, puisqu'à l'issue des 3 ans, 2 articles doivent être publiés, un soumis. Donc, on l'a décliné comme ça. Le premier objectif concerne, entre guillemets, un prérequis de l'école doctorale et repose sur une revue systématique de la littérature. Donc, je vous préciserai le contenu. Et les objectifs 2 et 3 correspondent à 2 études cas contrôle qui utilisent la même méthodologie que je vais vous présenter. Alors, comme je vous ai dit, on est à un stade très précoce du projet, donc pour le moment, rien n'a été fait. Je ne pourrai malheureusement rien vous présenter en termes de résultats, mais au moins, on a les objectifs et la méthodologie, que je serai ravie de discuter avec vous après. Donc, comme je vous disais, le premier objectif repose sur une revue systématique de la littérature. On cherche à décrire la qualité de vie des personnes des individus atteints de syndrome lipodystrophique. Pourquoi ce choix? Puisqu'il existe déjà une revue systématique sur la qualité de vie des patientes Turner. Donc, on va partir sur les patients atteints de syndrome lipodystrophique. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas arrêté uniquement à la qualité de vie sexuelle? Parce que, compte tenu de la rareté de la maladie et du peu de publications à ce sujet, on a voulu élargir un maximum le scope. Et pour réaliser cette revue systématique, donc nous serons 2, moi-même, et je serai accompagnée d'une kiné qui a un master en recherche clinique et qui a l'habitude de faire des revues systématiques. Je ne m'attarde pas sur la méthodologie, mais juste pour que vous le sachiez, on a décidé également d'élargir un petit peu notre scope d'inclusion d'articles à tous les âges. Et on va prendre également femmes et hommes. Encore une fois, parce que comme il y a très peu d'études sur le sujet, on a peu d'études qui ont vraiment séparé les hommes et les femmes sur ces thématiques-là. Et puis, on va aussi ouvrir nos critères d'inclusion aux formes acquises, en plus des formes congénitales. Voilà. Ensuite, on attaque le second objectif qui concerne une étude cas contrôle et on a pour objectif d'évaluer l'impact des syndromes lipodystrophiques sur la qualité de vie sexuelle et donc les perceptions d'image corporelle comparativement à la population générale. Alors, pour cela, on va déjà prendre toutes les femmes que nous avons dans le réseau PRISIS. Donc, ça correspond à peu près à 300 femmes qui sont atteintes de syndrome lipodystrophique d'origine génétique de forme partielle et généralisée, à qui on va soumettre des questionnaires. Comme il n'existe pas de questionnaire spécifique sur cette pathologie, on a décidé d'utiliser un questionnaire sur la vie sexuelle qui existe déjà, qui est soumis dans la cohorte Constance, qui est la plus grande cohorte française généraliste, qui compte plus de 200 000 volontaires, à qui on soumet de manière annuelle un questionnaire et ils répondent sur différents pans de la vie quotidienne et notamment la vie sexuelle. Donc, je vous mets en miroir tout de suite l'objectif 3, puisque finalement, on va utiliser les mêmes méthodologies de part et d'autre, sauf que l'objectif 3 concerne uniquement les femmes atteintes de syndrome de Turner. Et donc, cette fois-ci, on utilisera la cohorte Crescendo, qui est logée à l'hôpital Saint-Antoine et qui correspond à 450 patientes. Donc, comme je vous l'ai dit, Constance présente des questionnaires sur la vie sexuelle notamment et qui sont très faciles d'accès. Je vous ai mis sur la partie gauche un petit extrait du questionnaire. Donc, c'est principalement du QCM, c'est assez rapide à faire. Notamment, le questionnaire sur la vie sexuelle ne comporte que 15 questions. Donc, c'est assez facile d'accès. Et il y a d'autres variables qui sont comprises dans Constance sur lesquelles on va s'intéresser également. Donc, c'est les données sociodémographiques et les données médicales. Et donc, comme vous l'avez vu, on prévoit en tout cas d'avoir des échantillons très hétérogènes en termes de taille. Donc, pour pallier à ça, on veut créer des paires comparables entre nos cas et les contrôles en faisant un appariement par score de propension pour un cas versus 5 contrôles. Et donc, on va apparier les patients sur différents paramètres tels que l'âge, l'IMC, la ménopause, le statut dépressif, l'activité professionnelle et le statut marital. Donc, dans un premier temps, une fois qu'on aura soumis tous les questionnaires et qu'on aura récupéré toutes les données, on va réaliser des analyses descriptives de toutes les datas que nous avons. Et puis, dans un second temps, on va s'inspirer d'un travail qui a été publié l'année dernière
par l'accord de Constance sur la fonction sexuelle des femmes atteintes de cancer du sein, dans lequel on évaluait la fonction sexuelle à travers 3 paramètres que vous avez dans les cercles, donc à savoir la satisfaction sexuelle, la douleur pendant les rapports et l'intérêt pour la sexualité. C'est assez simple d'accès puisqu'il suffit que les patients répondent au questionnaire. Ensuite, on transforme les variables, catégorielles en variables binaires et ça nous permet de fait de travailler avec les variables que nous avons déjà sélectionnées. Donc, l'idée, c'est de réaliser des analyses univariées, voir s'il existe des différences entre les groupes, entre nos cas et nos contrôles, puis réaliser des analyses multivariées. Et dans un dernier temps, on réalisera des analyses de sensibilité pour s'assurer de la robustesse de notre travail. Donc ça, c'était pour la partie comparative qu'on réalisera et pour les patients Turner et pour les patients atteints de syndrome lipodystrophique. Maintenant, si on s'intéresse uniquement à nos cas, donc ça ne concerne plus du tout la cohorte constante, ça ne concerne plus vraiment le cœur de l'étude cas contrôle, on voulait soumettre un sous-objectif qui consiste à l'évaluation des perceptions d'image corporelle, de l'estime de soi et d'identité de genre à travers 4 questionnaires. Donc le premier, c'est un gold standard dans l'estime de soi, dans l'évaluation d'estime de soi par un score qu'on soumettra aux 2 populations. Les 2 au centre, ce sont des questionnaires sur l'image corporelle. Donc le premier permet de dépister des troubles dysmorphiques corporels et le second permet d'évaluer l'appréciation corporelle. Donc ces 3 premiers questionnaires seront soumis aux 2 populations. Le dernier, en revanche, qui est plus spécifique à l'identité de genre, sera soumis uniquement aux patientes qui sont atteintes de syndrome lipodystrophique en raison de l'hyperandrogénie qu'elles peuvent présenter, en raison des questionnements sur la transidentité qu'elles peuvent avoir. Et puis, le questionnaire n'est pas tout à fait adapté à la population Turner dans l'État. Donc, on voulait juste réaliser des analyses descriptives de ces résultats pour avoir une première idée de ces différents éléments au sein de nos populations. Ensuite, on a un autre sous-objectif qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin dans nos analyses, c'est réaliser une approche qualitative par entretien semi-directif qui sera guidé par un guide d'entretien qu'on aura créé à partir de ce qui existe déjà dans la littérature et notamment les thématiques qui sont abordées lors des groupes de parole ou les focus group en éducation thérapeutique auxquels je participe. Alors, dans ces entretiens, il y a différentes thématiques qui seront abordées, notamment la féminité, l'estime de soi, l'image corporelle, l'intimité, etc. Et donc, pour le volet de l'image corporelle, on a voulu utiliser un petit peu les approches qui sont plus souvent utilisées, je dirais, dans les syndromes acromégaloïdes, à travers le dessin, où on demande en fait aux patients de dessiner d'une part un corps qu'ils considèrent malade, atteint de la maladie, et d'autre part un corps non atteint ou un corps idéal. Et donc, réaliser en fait ce petit volet d'image corporelle à l'aide de dessins nous permettrait de pouvoir mettre des mots sur des concepts un petit peu abstraits et enrichir les échanges. Donc, à savoir, cette partie qualitative sera encadrée par un expert du qualitatif. Et on ne va pas réaliser ces entretiens sur toutes nos populations de cas. On va vraiment s'intéresser uniquement à 10 patientes dans chaque groupe qui seront tirées au sort pour s'assurer de la représentativité de notre échantillon. Et puis sur le plan méthodologique, on va réaliser des analyses de contenu thématique pour la partie qualitative. Et enfin, le dernier volet de ce travail concerne l'évaluation du recours et des coûts des soins d'embellissement des femmes atteintes de syndrome lipodystrophique. Tout à l'heure, juste avant que je monte sur scène, il y a eu cette remarque relative au PNDS. Parce qu'en fait, les patientes qui sont atteintes de syndrome lipodystrophique se plaignent de leur image corporelle. Et ça a un tel impact que les experts ont noté dans les PNDS une demande de prise en charge par la sécurité sociale de la chirurgie plastique. Donc, on a voulu avoir quelques données concrètes sur cet élément en élargissant un petit peu le scope. Donc, dans soins d'embellissement, on met et la chirurgie plastique et médecine esthétique. Et donc, pour cela, on va utiliser le formulaire de recueil de chirurgie réparatrice qui a été co-construit par Camille Vattier et l'association de patients françaises de lipodystrophie, dans lequel, en fait, on décline différentes zones du corps.
on décline différents types de chirurgie ou de soins esthétiques et on demande aux patients de compléter avec l'estimation des coûts qui ont été engendrés. Il y a aussi un volet dans ce formulaire où on cherche à évaluer l'accessibilité à ces soins par les patients. Hop. Donc, voilà, la première étape, c'est de travailler sur la revue systématique et d'ici juin prochain, on travaillera sur les études cas témoins. Donc, je tenais à remercier toute l'équipe Prisis, Crescendo. Merci à Elena Mosba de m'avoir permis de présenter quelques-uns de tes résultats. Et puis, merci à Camille, Corinne, Sonia et tous ceux que je n'ai pas cités qui m'ont aidé à monter ce projet. Merci pour votre attention.